The following is an interview with the Belgian photographer and multidisciplinary artist Jean-François Spricigo. I first met Jean-François in Spain in 2012 when we were both artists in residence at the Casa de Velázquez in Madrid. I was struck then, as I am now, by the strangeness and intensity of Jean-François' photographic work, presenting, as it does, unflinching encounters with the natural world, as well as revealing the indelible strangeness of our own human civilization. And because I want to open up my podcast to artists working in other disciplines than music, and also to encourage cross-pollination of the arts, I hope you will welcome this incursion into the world of a most remarkable contemporary artist. Jean-François Spricigo, bienvenue. Merci. Dans ta production photographique, il y a une quantité d'images qui me sont restées très longtemps à l'esprit. Qu'est-ce qui fait pour toi une image inoubliable ? Une image inoubliable est une image qui précisément ne s'inquiète pas d'être oubliée. C'est-à-dire, je crois que quand on a la volonté de la pérennité, on est en train de vouloir, on est dans une servilité avec l'époque. J'ai toujours été étonné de la volonté d'être de l'éternité. Je crois que ce qui rend l'humanité malheureuse, c'est profondément de vouloir rendre permanent ce qui par essence est impermanent. Donc une image, pour moi, c'est pas quelque chose qui vise à la pérennité, mais vise un peu à la façon d'Alice, du tunnel d'Alice, à aller de l'autre côté, de rencontrer quelque chose qui dépasse le seul constat, quelque chose qui rencontre l'émotion, et souvent l'émotion n'est pas quelque chose qui a été vu, c'est pas quelque chose qu'on peut capter, c'est impensable, c'est de l'ordre du ressenti. Et en cela, de toute façon, l'événement photographique étant si concis, comme tu le sais, c'est un battement de paupières, un 125e, un 60e, un 30e, on ne peut pas décemment dire qu'à l'instant de la prise de vue, qui d'ailleurs me semble un terme impropre, il n'y a pas de prise de vue, on accueille ce qui est là. Il faut accepter qu'on est dans une légèreté, on en parlait tout à l'heure, cette légèreté de se rendre compte qu'on est des courants d'air, et dans ce courant d'air-là, peut-être, il nous est donné, par la pleine disponibilité, de s'ouvrir et de s'offrir à quelque chose qui n'appartient pas au champ du rationnel, mais au champ de la sensation. Les choses vont vite, et c'est pas parce qu'elles vont vite qu'elles n'en sont pas moins importantes. Tu vois, il y a un accident de voiture, ça dure quoi, un quart de seconde ? Et pour autant, un quart de seconde peut remettre en cause l'existence entière d'un être. Et je pense qu'un quart de seconde en conscience, en accueil, en joie, peut aussi offrir une mise en lumière qui ne soit pas au profit d'un narcissisme ou de se mettre soi en lumière, mais qui participe à donner à l'ombre les possibilités de son ensoleillement, en fait. Il y a des photographes qui prennent des centaines d'images et puis qui choisissent après coup et qui essaient de trouver l'image parfaite ou l'image qui incarne ce dont ils étaient à la recherche. Est-ce que il y en a d'autres qui ont besoin de prendre une image ou deux et puis c'est fini? Tu fais partie de quel camp, toi? Je ne sais pas s'il y a des camps, parce que ça supposerait des antagonismes. Je pense qu'il n'y a pas d'antagonisme. Je pense qu'on peut très bien prendre plein d'images, tantôt, et puis une autre fois, bien moins. Tu as usé du terme de perfection. Là où j'en suis dans mon chemin de vie, je me rends compte que la perfection ne nous concerne pas. Ce qui nous revient éventuellement, c'est peut-être la justesse. Et concernant la multiplicité d'images, le problème quand on multiplie les images, c'est que ce faisant, on ravale l'image à n'être qu'une preuve de quelque chose, où on veut s'assurer avoir la preuve de ce qui se produit. Et pour moi, ce qui importe, c'est avant tout la relation. Que ça soit avec un humain, un animal, un paysage, peu importe. Et donc, je fais le moins d'images possible, tout simplement parce que je ne veux pas me priver du plus important, qui est cette relation. Et tu sais, à l'ère du numérique, moi je ne participe pas du tout au débat de savoir si l'argentique est mieux que le numérique. Je crois que ça n'a strictement aucune importance. Je veux dire, c'est un rectangle, la photo, donc qu'on le remplisse avec telle méthode ou telle autre, ça importe peu. Mais
peut-être parfois le numérique, j'ai toujours été surpris, et moi le premier, hein, j'aurais cette tentation aussi, on fait une image et on regarde tout de suite. Et ce faisant, on réifie à une vitesse éclair le sujet avec qui on est en train d'être en relation. Je trouve ça terrible. Il ne faut pas ravaler au rang d'objet, parce que ce qu'on perd quand on vérifie, on perd l'instant, on perd cet instant-là du regard. Il faut rester, je crois, avec le regard. Et puis, il ne faut pas chercher à vérifier ou à doubler ce qu'on a fait. Dans la vie, on ne double pas. Il n'y a qu'un essai. Et je pense que la création est un prolongement peut-être des plus fidèles de l'expérience sensorielle de la vie elle-même. Parce que là, sous-entend que tu n'es pas non plus en train de chercher à produire à tout prix, à créer des images, quoi qu'il en soit. S'il ne se passe rien, tant pis, tu... Oui. Je n'ai, je pense, aucune forme d'imagination. Tout ce que j'imagine est infiniment plus mièvre que ce que le réel a à proposer. Le réel excède toute pensée. Et donc, c'est cette disponibilité à ce réel qui est, pour moi, extraordinairement importante. Tu sais, quand on prétend comprendre les choses, finalement, on les réduit à ce que nous sommes prêts à admettre. Et ce dont on est prêt à admettre est toujours infiniment moindre que la puissance et l'intensité du réel. Je crois que, contrairement à l'articulation convenue, il ne faut pas comprendre pour accepter, parce qu'encore une fois, je ne peux comprendre que ce que je peux réduire à ma capacité d'admission. Il faut accepter inconditionnellement pour accéder à une compréhension plus vaste. Et donc, je suis et je reste émerveillé de ce qui se déploie devant moi. J'essaye de ne pas feindre l'étonnement, mais d'être le plus ouvert à cet étonnement. J'ai remarqué aussi que tes images fonctionnent très bien individuellement, mais aussi formidablement bien en format livre. Quand tu travailles, est-ce que tu songes déjà à une thématique, un recueil, ou tu penses vraiment en termes d'une image à la fois Écoute, à dire vrai, ça peut sembler peu gratifiant, donc après que je viens de t'affirmer que je n'ai aucune forme d'imagination, et pareil, je n'ai aucune forme de pensée, je me sens pas concerné par ça. Peut-être que c'est un territoire formidable, hein. Tu sais, dit-on, il y a 2 grands axes dans la création, il y a voir pour faire, ou faire pour voir. Moi, je n'ai pas de capacité projective, je ne peux projeter que le passé, et le passé n'est rien au regard de l'intensité du présent. Donc, non, les choses se font. J'ai une confiance inconditionnelle en la vie, et je crois que c'est en absorbant, en étant dans ce mouvement-là, qu'on peut être à un autre endroit que la répétition qui, de mon point de vue, est toujours narcissique. Bah, c'est un problème pour beaucoup d'artistes, finalement. Les compositeurs en premier, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à former une technique fiable, une technique qui nous permet de créer quelque chose. Même en cas de manque d'inspiration, on arrive quand même à jeter quelques notes sur la feuille de papier. Et en fait, c'est compliqué d'un côté, parce que si on n'a pas de technique, si on n'a pas d'outils à sa disposition, eh bien, on peut se trouver vraiment démuni, vraiment dans l'incapacité d'articuler ce qu'on a envie de dire. En revanche, on peut aussi très facilement devenir prisonnier soit d'une technique, d'un corpus de techniques, ou alors d'un style, un style trop figé. Est-ce que tu es conscient de ce danger? Est-ce que tu as des méthodes ou des méthodes pour l'éviter? À supposer qu'il y ait une méthode, c'est celle de n'en embrasser aucune. Parce qu'encore une fois, une méthode sous-tend une relation causale. Et tu sais, il y a, dit-on, dans les voies davantage indiennes, nous sommes articulés sur le principe de la voie progressive. On avance par paliers, et eux envisagent ce qu'ils appellent la voie directe, qui résonne davantage avec ce qui m'est donné d'en recevoir. Donc,
je suis attentif à me rendre compte que moi, comme tout le monde, je peux être pris au piège de la volonté de bien faire. Mais il est essentiel de se rendre compte que la volonté de bien faire est encore un état servile qui consiste à bien faire aux fins de recevoir le sucre d'une audience supposée. Et donc, c'est encore remettre l'amour validé par autrui, alors que l'amour doit venir pleinement de son cœur, tu vois, sans souci si ça sera accepté ou non. Et en cela, je crois qu'il est deux notions qui me semblent jolies, c'est l'insouciance et l'insolence. Et je pense qu'avec ces deux termes, il nous est donné d'être dans l'étonnement, et puis surtout, il nous est offert de se rendre compte que la maladresse n'est pas un problème, mais une vertu. Je crois qu'il n'est pas d'équilibre possible en dehors du point de déséquilibre. Sans cela, on n'est pas dans un équilibre, on est dans un état de fixité des choses. Et il me semble que la vie, c'est le mouvement. Absolument. C'est la définition même de la musique aussi, je dirais. Enfin, c'est quelque chose... J'insiste beaucoup sur ce point avec mes étudiants, parce qu'ils sont nombreux, en fait, à ne pas complètement capter ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compositeurs, jeunes compositeurs en apprentissage, qui sont obsédés par la matière sonore, par le fait d'avoir trouvé tel ou tel accord, ou tel, je sais pas, thème, ou objet sonore, je sais pas quoi. Et en fait, la quasi-totalité de leur attention est focalisée là-dessus. Oui. Alors que ce qui compte dans la musique, justement, c'est le sens du mouvement, c'est le devenir, c'est la trajectoire de la pièce. C'est-à-dire, c'est sortir du règne de la quantité. Le mental aime ce qu'il peut prouver, démontrer et ainsi valider. Mais se rendre compte que tout ce qui importe dans la vie est au-delà de toute forme de comptabilité. On voit combien, même dans la langue usuelle, ajouter un beaucoup qui semble valorisé, ajouter un beaucoup à je t'aime vient de lui enlever toute sa puissance. C'est je t'aime qui est puissant, c'est pas je t'aime beaucoup. Le beaucoup vient soudain le réduire à une forme de quantification. Mais après, je comprends, on est tous... c'est difficile d'envisager que dans la vie, il ne nous est pas demandé de bien faire, ni de mal faire, naturellement. Non, je crois que ce qui est essentiel, c'est faire ce qu'il y a à faire. Parce que tant qu'on se positionnera sur une identité, on pensera qu'on a des comptes à rendre. Mais profondément, toi, moi, tout à chacun, notre identité est avant tout circonstancielle. Si ta fille rentre dans la pièce, tu es son père. Si ton père rentre dans la pièce, tu es son fils. Si quand ta compagne rentre, tu es son compagnon. Je veux dire, si tu crèves un pneu au milieu de la forêt, tu deviens garagiste. Donc, je crois que tout ça est lié à l'intitulé de ce qu'on pense. Je vois beaucoup, ça agite le débat public, la relation identitaire. Mais se fixer une identité, c'est se priver de la multiplicité sensorielle et essentielle. Tu vois, un jour, je m'étais fait la réflexion suivante. Dans la vie, je ne suis pas l'intention de la vie, je suis son expression. Et quand tu te défais de tous les colifichets qui consistent à croire que je dois être quelque chose, tu quittes cette obligation morale et tu es, dans ce terme merveilleux, de ne plus revendiquer le je J-E, mais d'être dans le je J-E-U. Il est d'ailleurs plaisant de penser que le verbe consacré pour la musique, c'est d'en jouer. C'est drôlement joli, non? Je ne sais d'ailleurs, tiens, si toi qui maîtrises l'anglais et l'allemand, est-ce qu'on dit aussi jouer de la musique? Ou c'est un autre terme? Oui, c'est pareil en fait. Spielen, auf Deutsch, jouer, play en anglais, oui, c'est pareil. C'est les deux. C'est le même verbe. C'est beau, tu vois, je trouve. Oui. La musique, pour ça, a ce caractère insouciant. On joue. En dernière instance, on joue. On ne se prend pas au sérieux. On n'est pas dans un... Tu sais, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Si tu veux vivre de ta passion, il va falloir travailler pour devenir adulte. Mais quand tu regardes l'étymologie de ces mots, passion, souffrance, le Christ, la passion du Christ, c'était pas hyper rigolo. Travailler, trepalium, torture. Adulte, adulterum, quelqu'un qui n'est pas lui-même. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Si tu veux souffrir, il va falloir te torturer pour jamais te rencontrer. Il y a un petit problème, non? Tu vois, dans l'articulation des choses, je crois que
Cette notion d'identité me semble tout à fait, outre fantoche, bien sûr, mais aliénante. Parce qu'à force de nous faire regarder dans une direction, on ne se rend pas compte que il ne nous est pas demandé cette direction, il nous est demandé d'aimer. Et l'amour profond est par essence sans direction. Dès que tu mets une direction à l'amour, c'est une façon d'exclure. C'est une façon de prétendre qu'il y a une hiérarchie. Alors que, tu vois, ce qui est joli dans l'amour des animaux, tu as vu bien souvent, dans la jungle par exemple, il est arrivé quantité de fois qu'une maman lion, face aux jeunes zèbres dont les parents ont été tués, elle l'allaite par exemple. Parce que l'amour, c'est se rendre compte que ce qui importe, ce n'est pas ton espèce, mais c'est la traversée de la vie qui se formule à ton instant à l'endroit de l'espèce, mais qui tient son importance à l'endroit de la transmission de cette vie, quelque forme que cela prenne. C'est très beau. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis sur les questions identitaires. Je trouve que c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Toi qui viens de passer un peu de temps au Canada, d'ailleurs, tu t'y rends assez régulièrement. Je suis de là-bas, donc j'ai une certaine perspective sur ces questions-là. Je me suis toujours dit que en France, on était relativement épargné de ce genre de phénomène par rapport à d'autres pays où c'est beaucoup plus répandu, beaucoup plus... ça s'est immiscé dans la culture de façon beaucoup plus nébuleuse, on va dire. En France, il y a un peu de ça, mais quand même pas à ce point-là. Quel est ton... Tu as, à mon avis, un comparatif plus érudit que le mien, ne fût-ce que par l'expérience que tu as pu en faire. Mais de mon point de vue, je trouve que la revendication identitaire en France est déjà assez pesante. Mais même pas strictement à l'endroit de la nationalité, mais à l'endroit de son orientation sexuelle, à l'endroit de quelque tribalisme que ce soit, parce que c'est une forme de tribalisme, dont le sport est un porte-drapeau sans précédent. Tu sais combien, lors de la Coupe du Monde, tout le monde est de son pays, lors de la Coupe nationale, tout le monde est de sa ville, lors de la Coupe de la ville, tout le monde est de son patelin. C'est une espèce de réduction projective qui est... Là aussi, la beauté du sport, ça serait de jouer. Quelqu'un qui joue pour gagner a perdu l'essentiel. C'est jouer qui importe. Et partant de là, parce que le dualisme gagnant-perdant, pour moi, est perdant des deux côtés. Parce que le gagnant a produit un perdant. Il n'y a pas de joie à susciter de la tristesse, à dire vrai. Alors que dans le jeu... Tu sais, j'observe ça avec les jeunes enfants, c'est assez amusant. Tu mets des jeunes enfants entre eux, quand bien même ne parlent-ils pas la langue, ils jouent très vite. Tu mets des adultes entre eux, immédiatement ils inventent des règles. Des règles qui n'ont de sens que pour exclure quiconque ne les suivrait pas. C'est terrifiant, tu vois. Et je pense que derrière ces revendications identitaires, tribalistes, finalement, ça n'est que ça, il y a une forme de peur. Une peur qui, je pense, tient notamment ses racines du fait que je prétends que le culturel doit dominer le naturel. Mais derrière cette croyance, il y a avant tout une peur qui ne dit pas son nom, qui est la peur, toujours la même, celle de la mort. Et de la solitude aussi. Ah oui. De l'isolement. Bien sûr. Vois quelle place aujourd'hui est laissée au silence. Il faut monopoliser l'espace sonore, visuel. Il y a beaucoup de cela. Et je pense qu'il n'est que dans le silence qu'on peut donner l'amplitude à sa présence au monde, en fait. C'est pour moi une lutte terrible, en fait, parce que d'un côté, je suis très attiré par la notion de me baraquer ici dans mon studio, de faire mon travail, d'être pleinement concentré là-dessus. Et la tentation est là, mais en même temps, j'ai l'obligation de gagner ma vie, j'ai l'obligation de vivre dans le monde réel, et puis de ce fait, je suis de plus en plus actif, on va dire, présent sur les médias sociaux et tout le reste. J'ai développé ma chaîne YouTube, qui finalement est un outil assez formidable de créer des liens, de nouer des liens avec des personnes vraiment aux quatre coins du monde. Puis c'est transcourant. Oui, absolument. De ce point de vue-là, c'est quelque chose qui a profondément transformé ma vie en un sens très positif. Mais il y a aussi ce danger qui est permanent. Comment te situes-tu par rapport à tout ça Bien, on en avait parlé hors caméra. Je crois que
Il n'y a pas de tempérament problématique tant qu'il est vécu avec légèreté. Quelqu'un qui adore une équipe de football légèrement, il n'aura pas un sens de la victoire dominateur sur les autres. Il n'aura pas besoin d'humilier. Je vois que quantité de gens qui veulent gagner, ça passe aussi par le fait de l'humiliation tacite du camp d'en face. Et donc, à travers cette légèreté, dont j'ai le vif sentiment qui est le seul chemin par lequel vivre l'intensité sans le ramener à la souffrance, on se rend compte du caractère éphémère de tout ça. Qu'est-ce que la vie, sinon un exercice constant d'apparition-disparition? Tout ça n'est pas très sérieux, quelque part. Et donc, c'est se rendre compte qu'il y a une règle du jeu. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux, notamment. Mais il ne faut pas s'identifier au jeu. Se rendre compte, c'est des personnages sur scène. Mais dès que tu te prends pour César drapé dans ta cape, généralement, c'est bon pour personne. En effet. On s'est connus à la Casa de Velázquez, une résidence d'artistes à Madrid, en Espagne, il y a une dizaine d'années. J'ai été frappé par une chose, tu étais allé très souvent dans la nature, tu faisais beaucoup de randonnées, beaucoup d'excursions. Et je me suis toujours demandé ce que tu faisais précisément quand tu partais. J'imagine que tu amenais toujours avec toi un appareil photo et les objectifs. Est-ce que tu avais... décris-moi tout simplement comment ça se passait quand tu... À dire vrai, tu me donneras ton ressenti sur le sujet. Tu sais, quantité de ces résidences prestigieuses dont nous avons alors été des heureux bénéficiaires, il y a très peu d'œuvres qui sortent de là, parce que soudain, la vie d'artiste, qui souvent s'articule avec le mot précarité, tu te rappelles les conditions idylliques qui furent alors les nôtres, tant et si bien qu'on dit, voilà, vous allez avoir des sous dans un endroit merveilleux, à propos, il y a une piscine, bon, pensez à travailler. Et donc, personne, évidemment, ne travaille, généralement. C'est la réalité, quand même, concrète de la chose. On a beaucoup rigolé avec ma femme à l'époque. Et donc, à supposer que j'ai une qualité, je pense, en tout cas, je m'accorde volontiers celle-là, c'est celle d'avoir conscience que j'ai rigoureusement les mêmes défauts que tout le monde. Et donc, moi-même, si je me retrouve soudain dans le coton, j'aurais tendance à m'y complaire. Ainsi, me suis-je dit, une fois là-bas, je vais me mettre en situation de dynamique. Et l'ambition était d'être au levant et au couchant au sommet des lieux. Alors c'était une formulation certes toute romantique, mais qui fut assez costaud à mettre en œuvre, parce que ça sous-tend se lever à point d'heure. Je passais de mon temps avec des guides qui ont une santé physique, qui sont incroyablement rompus à l'exercice de marche-escalade. Et donc, il y a un peu de boutade là-dedans, mais j'ai souvent l'habitude de dire que je n'ai aucune démarche artistique. Par contre, il y a une chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait énormément des marches. Tu vois, j'ai marché beaucoup. Parce qu'encore une fois, je pense pas quand on met la tête devant, on soit en capacité de ressentir. Parce que quand tu mets la tête devant, tu filtres le réel à l'endroit de ce que tu penses qu'il doit être. On revient encore une fois à une énième réduction. Et donc, moi non, je n'ai pas tant l'appareil photo avec moi, c'est d'être présent. Juste être présent. Il y a, dans le fait de la présence, quelque chose qui s'affranchit enfin de vouloir communiquer, et ainsi peut-être, est-il possible de communier. Et il y a dans la communion quelque chose qui excède toute forme d'esprit religieux, qui est de se rendre compte qu'on fait partie d'une immensité qui n'est pas déterminée par ce qu'on est prêt à appréhender, mais qui est l'ensemble. Pour moi, tu sais, ce qui m'importe, c'est pas la forme que la vie a choisi de prendre, c'est la vie dans la forme. Partant de là, l'émerveillement est à l'endroit de n'importe quel brin d'herbe. Et donc, je marchais beaucoup avec des guides, j'étais merveilleusement entouré, nous étions 2, et les choses se passent, les choses se produisent, et il s'agit d'être en gratitude de cela. Tu vois, encore une fois, je te dis, les démarches artistiques souvent me semblent assez vaines. Ça me semble une formulation extrêmement compliquée pour essayer de justifier ma place dans un endroit qui est quand même généralement constitué davantage de mondanité que de sincérité.
Il y a dans tes images animalières une certaine forme de sauvagerie, une présence très forte qui peut être assez déroutant, assez déstabilisant. Ça m'a toujours frappé. Quand j'ai vu tes images pour la première fois en Espagne, ça m'a beaucoup marqué. Déjà, est-ce que tu te sens parfois en danger quand tu vas dans la nature, quand tu es entouré d'animaux de tout genre? Je me sens pas en danger, je me sens impliqué. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas vraiment... on peut envisager la vie comme un danger, parce que de fait, vivre, c'est le risque de mourir. Mais c'est pas un danger, c'est une hypothèse. Donc non, c'est... Je crois qu'il y a dans la... D'ailleurs, ça me touche que tu utilises ce mot « sauvage », parce que c'est un mot, dans le débat public, as-tu remarqué combien il n'existe qu'à l'endroit de l'invective. On dit d'une société qu'elle est ensauvagée quand on suppose qu'elle est dévolue au chaos. Alors que profondément, je pense que c'est la part sauvage qui peut nous faire prendre conscience que nous appartenons à ce tout qui s'appelle le vivant. Et c'est cette part sauvage avec laquelle on peut se réconcilier. Donc moi, je trouve qu'il y a dans la sauvagerie un geste immense de conscience, encore une fois, que ce qui importe n'est pas mon existence en soi, mais la vie qui traverse cette existence. Et donc, je vois le sauvage comme un merveilleux critère de réconciliation. Parce que, encore une fois, ce sauvage-là n'est pas fait d'agressivité. Et de la même façon, tu sais, c'était ce mot de Proudhon qui disait à propos de l'anarchie, l'anarchie, c'est l'ordre moins le pouvoir. Et pour moi, c'est ça la nature. Regarde la nature sauvage, elle peut te sembler extraordinairement désorganisée, mais il y a une organisation à nul autre qui s'y inscrit. Il y a quelque chose d'une cooptation entre les végétaux, les insectes, les animaux, une harmonie d'évidence faite de minéraux, d'aériens, d'aquatiques, d'animaliers, et même, tu sais, un ballet d'une chorégraphie sidérante, où dans la nature sauvage, as-tu remarqué combien la branche de l'arbre s'agite au bon moment? L'oiseau passe au bon moment. C'est quand même extraordinaire, tu vois. Et ça opère quand tu quittes l'idée de ce que tu crois, toi, être un ordre établi. Parce que finalement, cet ordre établi, c'est une forme de corset qui consiste à envisager ta sécurité. Mais tu as remarqué, quel est l'endroit où on est le plus en sécurité, finalement? C'est la prison, d'ailleurs, que dit-on d'une prison qu'elle est de haute sécurité. Donc je crois que c'est pas une mise en danger, tu sais, il y a quantité de personnes qui ont besoin de gratifier leurs actions d'une mise en danger pour leur donner un sursaut d'héroïsme et ainsi se sentir magnifique. Ou alors, tu sais, quantité de personnes qui utilisent des termes guerriers, il faut se battre dans la vie, il faut y arriver, machin. Je me dis, mais non, il faut pas se battre, il faut danser, il faut jouer. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, ce qui est d'extraordinaire dans la danse, c'est pas le danseur ou la danseuse, c'est quand les deux êtres se dissolvent dans le mouvement merveilleux de la danse, à ce moment-là, il y a danse. Et de cette naissance-là est possible une renaissance qui actualise à chaque seconde la clarté des émotions et la clarté que nous sommes ici pour aimer, bien davantage que d'être aimé. Vouloir être aimé, c'est prendre en otage son environnement, de compenser un manque de respect qu'on ne s'attribue pas à soi. Et donc non, dans la nature, tu es obligé d'avoir une totale attention à ce que tu fais. Le peu d'expérience qui m'a été offert de la haute montagne, je t'assure que tu es... si tu tombes qu'une fois, vois-tu. Donc, il y a quelque chose où, enfin, tu es pleinement présent. C'est presque un état, pour le nerveux que je suis, le fait de la méditation, mais souvent assez inaccessible. C'est une maturité que je n'ai pas encore. Mais en montagne, tu vois, tout est simple. Je mets ma main ici, mon pied là. Il y a quelque chose d'incroyablement clair qui se met en place. Et tu n'es plus dissocié de l'instant que tu vis. Trop souvent, moi le premier, on vit en pensant envisager un futur sans se rendre compte qu'il n'est qu'au conditionnel. Rien n'est plus grossier que le conditionnel, je pense.
Si seulement je pouvais atteindre cet état-là en composant, ce serait merveilleux. Ben, tu l'atteins malgré toi. Tu sais, c'est quoi l'écoute ? C'est le principe des voies spirituelles qui consiste à dire, c'était Maître Eckhart notamment qui disait ça, que toute voie spirituelle est une voie négative, au sens où partout où je crois que Dieu est, Dieu n'est pas. Et donc c'est quoi l'écoute ? Tu sais, comme les gens qui disent « je médite ». C'est évidemment bidon, ils ne méditent pas, c'est pas une injonction. Ça médite. Et donc l'écoute, la perspective, c'est de se dire « j'écoute chaque fois que je me rends compte que je n'écoute pas ». Ça, c'est l'écoute. Parce que ça se fait par-delà toi-même, tu vois. Vois combien on parlait de la danse, mais dans une relation charnelle épanouie, on ne s'est pas concerté avant et pourtant la main se positionne exactement là et puis exactement là. Ça se fait. Ça n'appartient pas au champ volontaire. Ça appartient à l'abandon qu'enfin tu concèdes à faire à l'instant. Et ce faisant, l'instant s'incarne en toi avec toute la grâce que la vie inspire à chaque instant. Et là, quelque chose est possible. On parlait tout à l'heure aussi de la notion de la sauvagerie. C'est quelque chose qui m'a toujours frappé, cette qualité-là, et qui m'a toujours semblé être assez présent dans la culture, et notamment dans la littérature française. C'est-à-dire, et j'ai découvert ça dès mes 11-12 ans, quand j'ai commencé à lire du Rimbaud. Il y a une qualité dans cette littérature-là, celle de Rimbaud, ou encore de Baudelaire, ou le conte de Lautréamont, par exemple, et plein d'autres écrivains de cette époque-là. Une sorte d'amalgame d'un côté d'une sauvagerie absolument déchirante, et aussi du plus grand raffinement. Et les deux coexistent, en fait, chez eux. Et c'est quelque chose qui m'a toujours profondément bouleversé. Et je situerai un peu tes œuvres dans cet esprit-là. Ah, mais ça m'honore, merci. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une sorte de perfection formelle, technique, qui côtoie quelque chose d'absolument incontrôlable. Ah, mais incontrôlable, ça l'est. C'est vraiment... Ça se fait... en dehors d'un moi contrôlant, tu vois, cette délicatesse. Tu as remarqué combien n'importe quel animal sauvage, tu n'as jamais surpris une biche en flagrant délit d'inélégance. Il y a toujours quelque chose d'accompli dans le mouvement parce que tout est nécessaire, tu vois. Il n'y a pas de représentation. Moi, je me suis souvent dit... Mais le plus grand des acrobates, à côté de n'importe quel écureuil qui vient de naître, est lequel sera le plus virevoltant. Tu vois, il y a quelque chose, parce que dès que tu quittes cette notion de vouloir être, tout est plus simple. Tu sais, il y a cette phrase que je trouve très rigolote, je crois que c'est Guillaume de Prusse, concernant les attributs et les colifichets. Il disait à propos de sa couronne, « La couronne n'est qu'un chapeau qui laisse passer la pluie. » C'est drôle, non ? Je trouve que ça remet à sa juste proportion le fait de n'importe quelle médaille, vois-tu ? Oui, c'est ça, c'est un chapeau défaillant. En fait. Oui, complètement. Oui, puis toujours se rappeler aussi que quelque part, une médaille, on la punaise sur le cœur. Mieux vaut laisser le cœur libre de ce type d'honneur, tu vois. Une main tendue sera infiniment supérieure à n'importe quelle boutonnière chargée. À mes yeux, en tout cas. Absolument, absolument. Non, c'est une qualité qui irrigue plus ou moins aussi mon travail de musicien. En tout cas, j'essaie de capter cet aspect-là des choses, sans souvent y parvenir d'ailleurs, mais c'est mon rêve de musicien. Je pense à des poèmes comme Les Chercheuses de poux, par exemple, de Rimbaud, où ça raconte quelque chose d'assez dégueulasse quand même, mais avec le plus grand raffinement, avec une beauté, avec une sensibilité absolument exquise. Tu vois, où... Oui, mais il y a... Tu vois, pardon, je vais citer un autre mot, mais je trouve que c'est assez joli. Des proches, un jour, avaient dit, sur mon répondeur, plutôt que « bonne année à tous », j'ai enregistré « bonne année mon cul ».
c'est suffisamment bas pour que les grossiers trouvent ça vulgaire. Tu vois, cette légèreté. Oui. C'est, je crois, dans cette légèreté où soudain nous sera permis précisément de passer dans l'écoute pleine et entière qui consiste vraiment à abandonner cette notion d'identité, parce que c'est très difficile de ne pas se déterminer. Mais dès lors que, voilà, soudain, ça se fait. Ça n'appartient pas à un champ de probabilité, ça appartient à un champ expérientiel où ça se fait. Les grandes œuvres d'art, d'ailleurs, nous font oublier notre identité. Quiconque écoute la 5e de Beethoven en pensant à soi-même est quand même totalement perdu, à mon sens. C'est-à-dire que ça va se loger à un endroit immémorial en soi. Parce que finalement, j'ai envie de dire que l'émotion, c'est toujours la même. C'est quelque chose qui appartient à une temporalité qui excède de loin celle qui nous est offerte en tant qu'être humain. Et je crois que, quelque part, ce Rimbaud, Beethoven ou autre, ils ont trempé leur plume à un endroit qui n'appartient pas à celui d'une temporalité ordinaire. Il y a quelque chose de relié. C'est joli d'ailleurs de se dire, Dieu sait que les religions, en tout cas à mes yeux, se sont égarées, mais religion, c'est religarer, c'est relier le ciel et la terre. En cela, il y a, je pense, dans la création, quelque chose qui s'approche assez bien d'un acte de foi. C'est-à-dire, c'est un geste dont l'élan est bien plus important que l'arrivée. Tu vois ? Nous, ce qui nous appartient, c'est la clarté de l'élan. Après, ça arrivera pas. Ça, c'est un sujet qui ne doit pas nous préoccuper, mais bien sûr, on s'en préoccupe souvent, parfois, et bien souvent pour des considérations matérielles ou qu'on peut que comprendre. Encore, il faut envisager tout cela. Mais, tu vois, dans cette légèreté, on est moins dans le souci de penser... quand j'entends quantité de gens qui veulent laisser une trace, ça me laisse toujours pantois. Pardon de la grossièreté, mais laisser une trace, il m'est difficile de ne pas envisager la chose comme une trace d'un accident dans un slip. Tu vois, c'est tout ce que j'entends quand quelqu'un me dit « moi je vais laisser une trace ». Bravo, t'as réussi le coup. Je me dis, je ne vois que ça, parce que regarde, que nous dit la vie elle-même, c'est que tout retourne. Une fleur ne meurt jamais, elle en réensemence une autre, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et un jour, je m'étais fait une réflexion qui concerne davantage ton art que celui que je pratique, c'est que si on suppose, avec toutes mes défaillances scientifiques bien sûr, mais si on suppose que la Terre est un vase clos, quelque part, là, ce qui fait qu'on se comprend, c'est que l'air vibre à l'endroit de mes cordes vocales et te parvient. Mais donc, quelque part, cette vibration du monde existe depuis la nuit des temps, et peut-être y aurait-il une antenne capable de capter les cris de joie et de peine depuis toujours. Vois-tu que toute cette vibration résonne encore. Le monde est vibration aujourd'hui, on s'en rend compte de plus en plus. Et je crois que c'est voilà, se rendre compte de cet indicible-là. Et dans cette foi, se rendre compte, ça n'est pas Samuel qui crée, ça crée à travers Samuel. Oui. Tu peux envisager ça ou ça peut te gêner ? Absolument, c'est d'ailleurs une pensée assez romantique en fait, finalement. Puisque les compositeurs du fin 19e ont conçu le travail de cette façon-là. Ils ont imaginé, début 20e aussi, Mahler par exemple, Schoenberg ou Wagner d'une certaine mesure, pensaient que ce qu'ils étaient en train de faire n'était pas vraiment issu d'un acte de volonté, mais plutôt... c'est comme si eux, ils étaient des radios qui captaient des signaux venus d'ailleurs. C'est joli, non ? Oui, c'est assez joli. Et je partage ce sentiment. Tu te désencombres de l'idée que tu es dépositaire de quoi que ce soit. Tu es dépositaire de rien du tout. Enfin, je veux dire, t'as pas choisi grand-chose. T'as pas choisi tes goûts, t'as pas choisi ta sexualité. Voilà, c'était Brel, Jacques Brel, qui avait cette expression dans sa radicalité bien coutumière. Il disait... on est un accident biologique qui fait ce qu'il peut. Je trouve que ça ramène à une trivialité assez amusante. Oui, tout à fait. Tu te souviens des premières phrases des chants de Malheur de Lautréamont ? Ah non, je serais ravi que tu me les partages. Oui, alors j'ai ça juste ici.
Les chants de Maldoror. C'est très beau. J'y pense souvent. Déjà le titre. Mais tu te ouais, rends compte c'est... Rien qu'au titre, il contient tout le mystère à venir du livre. Bah, c'est ça. Je peux pas m'empêcher de citer ça parce que c'est... Ah ben, je m'en réjouis, je t'écoute. Alors oui. Plus haut au ciel que le lecteur Anardi est devenu momentanément féroce, comme ce qu'il lit, trouve, sans se désorienter, son chemin abrupt et sauvage à travers les marécages désolés de ces pages sombres et pleines de poison. Car, à moins qu'il n'apporte dans sa lecture une logique rigoureuse et une tension d'esprit égale, au moins à sa défiance, les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l'eau le sucre. C'est beau, hein? Ben, tu sens que il n'y a pas de concession, tu vois. Je trouve que très souvent, et moi le premier, encore une fois, on négocie. Et tu vois, dans la nature sauvage, il n'y a rien à négocier. Quand il pleut, il pleut. Quand ça monte, ça monte. Et puis dans la nature sauvage, rien n'est personnel. Tu sais, en ville, on passe son temps à négocier. Pourquoi il est devant moi? Pourquoi il a un chapeau? Il va pas assez vite. C'est un bavardage mental constant que dans la nature sauvage, tu es tellement démuni de toute autorité face aux événements qui se déroulent que ça t'amène à une, je pense, vraie humilité qui ne cherche pas à être humble pour signifier qu'elle est humble. Et vous avez vu combien je suis humble, parce que c'est toujours très étonnant. C'est les personnes, tu sais, qui aiment à dire qu'elles sont humbles ou qu'elles ont beaucoup d'humour. Ça, généralement, tu sais que tu vas pas rigoler. Et tu vois, moi, je n'ai pas fait de grandes études, ou je lis peu, enfin, je me sens pas spécialement instruit, mais à supposer que j'ai fait quelque chose, j'ai observé. Et cette nature a été en cela extraordinairement nourricière, de me dire, sois attentif, c'est là, c'est devant toi. Et puis, quand tu arrêtes de négocier, tu arrêtes de prétendre que ce qui se produit n'est pas approprié. Qui es-tu pour réellement juger ce qui est juste ou injuste? D'où parles-tu pour estimer qu'il devrait se passer ceci et non pas cela? Ce qui se passe est nécessaire, la preuve, ça se passe. Alors après, ça peut prendre des colorations en apparence négatives ou positives, mais à dire vrai, bonne part de ce qui contribue à notre malheur, à notre tristesse, c'est le fait de vouloir conclure. Quand on arrête de s'arc-bouter sur le fait de conclure, parce que pourquoi on conclut? Pour se sentir détenteur de ce qui se passe, pour se sentir maître de ce qui se passe. Mais t'es maître de rien du tout. 100% des gens qui ont fait un arrêt cardiaque comme ça, ils n'avaient pas noté dans l'agenda. Tu vois, j'ai le sentiment que ce sauvage-là me ramène à une simplicité. Parce que, tu sais, dans cette personnalisation des choses, on a tendance à penser que si pour ton anniversaire, tu as prévu un immense barbecue à l'extérieur, s'il pleut, tu vas trouver ça horrible. Mais en fait, calme-toi, la pluie n'est pas contre toi. Genre, le ciel n'en a strictement rien à cirer. Ce n'est pas une insulte. Ben oui, mais c'est important, tu vois. Je ne sais comment toi tu vis si on y prend garde, on a tôt fait de négocier tout le temps, en permanence. C'est fatigant. Il n'y a rien à négocier, il y a à remercier. Et quand on remercie, déjà tu as remarqué, ne fût-ce que les muscles faciaux que sollicite la gratitude et l'étrange masque qu'impose la revendication, quelle qu'elle soit. C'est toujours pénible pour soi et son environnement. Comment arrives-tu à négocier le monde souvent sordide et peu plaisant de l'art contemporain, sachant qu'en tant qu'artiste, il est difficile d'éviter de passer par là à un moment donné. Enfin, on est tous tributaires des écoles d'art, des marchands, des galeries. Tu as une personnalité assez singulière qui semblerait ne pas être très compatible avec le mode de fonctionnement de cet univers-là. Bien souvent, j'ai rencontré évidemment des oppositions, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que finalement, moi comme tout à chacun, on n'a pas d'autre choix que d'être ce qui nous est donné d'être. Partant de là, renforcer sa contestation de ce qu'est l'autre, quel qu'il soit, ça n'est que renforcer les antagonismes. Et donc, comme je t'ai dit en amont, tu as proposé de comment je négocie, précisément maintenant je ne négocie plus.
J'essaye autant qu'il m'est possible d'être dans l'écoute, bien sûr, mais je me rends compte finalement que si je ne suis pas simplement ce que je suis en train de marchander. Et le confort que ça pourrait me donner ne rachètera jamais la part fragile qu'on vient de perdre. Et voilà, sur un certain plan, peut-être reconnaître qu'on s'adresse à la minorité. On adorait tous plaire à la majorité, mais parfois on ne s'adresse qu'à l'élève perdu au fond de la classe, tu vois. Mais peu importe. Ce qui importe, je crois, c'est une transparence relative entre nos intentions et nos actions. Ne pas maquiller nos actions de quelque chose dont je voudrais m'accaparer chez l'autre. Parce que ce faisant, c'est une forme d'instrumentalisation. Et tu sais, je crois, le pire piège qu'il y a avec le mensonge, car ça n'est rien d'autre que cela, c'est que ça marche très bien. Et comme je t'ai dit, j'ai les mêmes défauts que tout le monde. Je peux pas te certifier que si je me mets à faire des choses qui marchent très bien, je ne vais pas en devenir dépendant. Donc, voilà, j'accepte une certaine frugalité dans mon mode de vie. Mais par contre, je ne sacrifie pas à l'intensité des relations. Alors évidemment, si je tombe sur des personnes qui ont des conceptions plus corporatistes, plus mondaines, voilà, je peux représenter un caillou dans la chaussure, mais je me dis, quelque part, ils n'ont pas d'autre choix que d'être ce qu'ils sont, dans la même mesure où moi, je n'ai pas d'autre choix qu'être ce que je suis. Donc tu sais ce que ça crée ? Une forme d'empathie, une forme d'amour. Et partant dans cet amour-là, déjà, au moins, ce qui va se produire, c'est qu'on n'a plus besoin de se crêper le chignon ni de s'opposer. On se rend juste compte que c'est un poisson qui s'adresse à un oiseau, tu vois, on va pas se parler longtemps. On est chacun dans deux milieux différents et les deux sont parfaitement légitimes et sont nécessaires. Si la vie les a placés là, c'est ils doivent avoir leur place. En tout cas, j'ai pas à questionner leur légitimité, ça supposerait que j'ai raison et ça me donnerait à penser que je suis là pour être le juge des cœurs et des esprits. Et quelle sinistre place. Oui, quelque part, c'est le défi de tout artiste, parce que les créateurs authentiques, les artistes qui ont vraiment quelque chose à dire, doivent fatalement se confronter aux aléas du marché. Du monde marchand, bien sûr. Oui, bien sûr, on peut difficilement passer à côté de ça. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton enfance, peut-être pas de ton enfance, mais en tout cas de tes origines, tes débuts en tant qu'artiste, parce que est-ce que tu as pris conscience du fait que tu étais artiste, que tu voulais poursuivre ce chemin-là? Je ne sais pas si le mot artiste se présentait à moi. J'ai assez vite pris conscience de mes restrictions, que je ne sais pas faire tout un tas de choses. Par contre, j'ai plaisir à pratiquer ce que je fais. J'ai, d'une part, un certain goût et désir pour le pluridisciplinaire, tu vois. J'écris, je fais des photos, je mets en scène, je joue, je réalise des vidéos. Et ce caractère pluriel me comble, dans le sens où ils se nourrissent les uns des autres. Je crois qu'il est très dangereux d'être expert de quelque chose, parce que quand on se met à être expert de quelque chose, on a tendance à réduire le monde à l'endroit de cette expertise et ne pouvoir l'envisager. Tu sais, je crois qu'il y a un degré de science dans la science. Quand la science est excellente, elle va en permanence raisonner le monde à travers uniquement sa pratique. Et quand la science devient poétique, là, elle englobe un sens infiniment plus large. Et moi, c'est venu, en fait, d'une conscience de mes limites. Parce que tu sais, quand tu prends conscience de tes limites, ces limites ne sont plus restrictives, mais deviennent, quelque part, un socle d'émancipation. Et ce faisant, les choses se sont faites.
Ça m'a été souvent reproché, ce caractère pluridisciplinaire, parce que quantité de mes interlocutrices envisageaient ça comme une forme de dispersement. Mais moi, j'ai toujours eu un réflexe tout basique, c'est que tu vois bien que si à l'instant je te demandais de t'affranchir d'un seul de tes sens, ça ne te conviendrait pas. Parce que c'est précisément cette multiplicité qui donne la rondeur aux choses. Tu vois ? Et puis, regarde, quelque part, le sens le moins usité dans l'art, c'est le sens tactile. Et pourtant, que dit-on d'une musique, d'une photo, d'un tableau, d'une chorégraphie ? Quand elle nous a émus, on dit qu'on est touché. C'est joli, non ? Et la sensualité est un mot que je trouve nécessaire. Nécessaire. Oui. Et cette sensualité, elle est toujours à l'endroit d'une tactilité. Et la tactilité, c'est quoi ? C'est l'alliance de nos 5 sens qui convie le 6e, qui sont nos instincts. Et à ce moment-là, pour reprendre l'exemple qu'on s'est donné tout à l'heure, faire l'amour devient une chorégraphie d'évidence, où les corps se mettent, s'enlacent et s'oublient à eux-mêmes. Et dans cet abandon-là, il y a une rencontre avec une forme de grâce, de divin, mets le mot que tu veux. Après, tu sais, ça n'appartient plus au champ sémantique ordinaire, étant donné que précisément, on est touché. Il y a bien peu de vocabulaire pour qualifier ce sens-là, tu as remarqué ? La vue est nantie de quantité de critères pour déterminer ce qu'elle croit voir, en tout cas, mais à l'endroit de l'émotion profonde, il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives que la poésie pour s'approcher de l'intensité de ce qui est ressenti. Absolument. On m'a parfois reproché d'être un touche-à-tout, tu vois, c'est un terme que j'adore. Enfin, l'idée qu'on touche à tout sans discrétion, sans discernement. Mais voilà. Tu t'en prives pas dans la vie. Mais non. Mais alors qu'il s'agit en revanche de faire ce qui m'est nécessaire. Bien sûr. Que ça soit de la musique, la composition, que de chanter, faire de la photo, peu importe. Mais il y a des choses qui s'imposent comme une évidence. Et il faut le faire, sinon on se sent écrasé. Mais regarde, ne fût-ce que ta façon de te nourrir. Tu manges pas que sucré, tu manges pas que salé, tu manges pas qu'astringent. Un plat est composé de multiples sensations et ça participe d'une cohérence. Mais tu vois, dès que les choses sont dominées par le mental, il y a une nécessité de dissociation. Parce que, entendons-nous quand même bien sur un terme, en tout cas, est-ce la définition que je t'en propose, c'est que l'analyse, par essence, c'est décorréler l'ensemble pour prétendre préciser le spécifique. Tu vois ? Mais tu as remarqué combien la science est capable de vivre ex vivo l'intégralité quasiment des organes humains, mais pour le moment, Frankenstein, ça marche pas. Tu vois, quand on remet tout et qu'on branche, ça fonctionne pas. Et je trouve ça assez joli de se dire que la science est en capacité de faire un cœur artificiel, des yeux artificiels, des hanches artificielles, ce qui est quand même d'une technicité extraordinaire. Il y a une chose sur laquelle la science se heurte, c'est la moindre goutte de sang, le fluide, précisément ce qui rejoint tout le corps, ce qui unifie l'ensemble. Je sais pas, peut-être c'est une formulation très lunaire, mais tu trouves pas ça joli ? Moi, avec le peu de moyens qui m'est donné pour comprendre la science, il me semble qu'il est plus complexe de faire un cœur qu'une goutte de sang. Et pourtant, cette goutte de sang nous échappe. Et tu sais quoi ? C'est réconfortant. N'est-ce pas ? Oui. Non, c'est ça. Il y a quelque chose que les personnes qui ne sont pas pratiquants demandent souvent aux artistes. En fait, ils ne comprennent pas la notion de la nécessité, le fait qu'on ne choisit pas forcément de faire ce qu'on fait. Il y a un mot très, très juste et très joli de Marcel Duchamp. On lui a demandé lors de l'entretien comment ça se faisait qu'il avait décidé d'arrêter la peinture, parce qu'il était actif en tant que peintre jusqu'en 1913, et puis après, il a brusquement arrêté toute production picturale. Il a répondu, mais ça ne se passe pas comme ça. On ne se dit pas un jour, bon, ça y est, j'arrête. C'est comme si on se casse une jambe. On ne décide pas de le faire. C'est quelque chose qui vous arrive. Tout comme le fait de commencer à peindre ou de vouloir prendre un appareil photo dans les mains. Ce n'est pas de l'ordre de la décision, en fait. C'est quelque chose qui vous arrive. C'est-à-dire que quand tu mets les événements à l'endroit de la stratégie,
il y a un caractère morbide de l'intérêt à détenir, à posséder, qui dévitalise de tout. Évidemment, c'est pas une décision, c'est une acceptation. Je crois que tous les penchants qui nous élèvent, il est urgent d'y succomber. Tu vois, quelque part, la seule liberté qu'on ait, c'est d'accepter qu'on n'a pas le choix. Parce que ce faisant, on n'est plus dans une résistance, dans un frein. Chaque fois que je décrète que je suis décisionnaire de ce qui se produit, j'amène les choses à l'endroit d'une recette qui ne peut pas être... Tu sais, dans mes balades, dans mes promenades, je me suis dit, il y a une répétition qui n'a jamais souffert de manquer de puissance, c'est le soleil. Ça fait je sais pas combien de milliards d'années qu'il se lève et qu'il se couche, il s'est jamais foiré. Tu vois ? Et nous, la régularité est, je crois, importante, mais la reproductabilité, elle est mortifère. Parce que prétendre qu'il faut refaire les choses à l'exactitude, encore une fois, c'est refuser que la vie est un exercice d'apparition-disparition, et pensant retenir ce rythme, on croit ainsi se préserver de la mort à venir. Mais c'est chez nous, dans nos cultures, que la mort est une fin. Tu vois, c'est ni une fin ni un début. En fait, là aussi, tu n'es pas concerné. La mort, tu n'es pas concerné par la mort. Toi, ce qui te concerne, c'est d'investir la vie de tout ton amour, toute ton intensité, toute la joie. Et les enfants ont ça. Et puis, dès qu'on s'inquiète de la mort, qu'est-ce qu'on fait ? On se met à accumuler. Comme si l'accumulation de l'avoir allait donner un supplément d'être. C'est toujours faux. Il y a quelque chose dont je suis un peu jaloux en ce qui concerne la photo, c'est qu'une photo vraiment réussie, vraiment intéressante, vraiment saisissante, pertinente, il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien à expliquer, il y a une sorte d'identification totale et instantanée avec l'image qui peut être très fort et très, très puissant. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent dans le milieu de la musique contemporaine. C'est-à-dire que les compositeurs ont cette angoisse qui consiste à vouloir tout expliquer tout le temps, et aussi à s'inquiéter du fait que s'ils n'expliquent pas, eh bien, le public ne recevra rien, ils ne vont rien comprendre. Et du coup, il y a un mode de transmission qui est accessible à travers la photo, qui est beaucoup plus immédiate, me semble-t-il, beaucoup plus forte qu'avec certains genres d'art ou de musique contemporaine, où il y a une sorte de mise en question, ou une sorte de mise en abîme, ou de difficulté, tu vois ce que je veux dire, au niveau de la relation entre l'art et celui qui regarde, celui qui écoute. Il y a une complexification de ce rapport-là qui évolue par l'artiste. Je ne sais pas si tu vois le sens de ma remarque, mais ce que je cherche éternellement dans la musique, c'est justement cette immédiateté, cette présence forte, intense, qu'on n'a pas du tout besoin d'expliquer, où les explications deviennent tout simplement inutiles. Mièvre. Toute explication est mièvre. Parce que toute explication, c'est quoi ? C'est une façon infantile de valoriser indirectement quelque chose. Tu sais, comme ces personnes qui ont besoin de dire que c'était dur, c'était très très dur. C'était vraiment difficile. Et ainsi, pourront-ils s'auréoler de quelques gloires herculéennes, tu vois ? C'est infantile. Il y a une différence vertigineuse entre l'enfance et ce qui est infantile. Et tu vois, l'enfance, typiquement, ne se préoccupe pas de la portée de son geste. Chaque geste est singulier. Et d'ailleurs, on voit combien l'enfance a cette qualité extraordinaire, pour nous, adultes, en apparence, de rire pour rien. C'est extraordinaire de rire pour rien. Alors que nous, tu as remarqué, quand on est adulte, si on rit, on va dire « mais pourquoi tu rigoles ?» As-tu vu une seule fois, Samuel, dans ta vie, une seule fois, un pourquoi qui avait un quelconque intérêt ? Vraiment, pour moi, je n'ai jamais connu un pourquoi
pertinent, vivant, vitalisant. À supposer qu'il y ait des questions intéressantes, elles commencent, dans le meilleur des cas, par comment. Le comment active, le pourquoi va pelleter dans le passé. Et par ailleurs, mais ce qui est normal, forcément, on a toujours l'impression que ce qui ne nous est pas donné prioritairement semble plus libre, plus enjoué. Tu ne peux pas savoir combien, pour moi, la musique est de loin l'art suprême au sens de l'émotion qu'il porte et transporte. Je n'ai jamais eu une émotion aussi puissante par l'ensemble des arts visuels que ce que j'ai pu ressentir en musique. Je ne sais pas lire la musique, je ne sais pas en jouer, je suis parfaitement ignorant. Mais je t'assure que je la ressens. C'est extraordinaire. Et donc, moi, j'ai envie de te dire que la musique, quand même, comporte à la fois la temporalité. Tu vas me promener dans un temps qui est inscrit à l'endroit de la durée du morceau et qui souvent se prolonge après encore. Que les arts visuels, bien souvent une trivialité, et pardonne-moi de te contester, mais tu n'as pas idée du nombre de tartuffes qui sévissent à l'endroit des arts visuels. Tu vois, nous parlions tout à l'heure des inconnus. Je ne sais si tu te souviens, ils avaient fait un sketch sur l'art contemporain avec, était-ce un sculpteur roumain ou je ne sais pas quoi, joué par Didier Bourdon, Oui, Romano Choucalescu. Oui, j'ai vu ça. Et on lui demande « Qui êtes-vous, Romano Choucalescu ?» Et il répond « Je suis un déstructureur d'intemporalité, un sculpteur de vide. » Et aujourd'hui, dans les écoles d'art, tu dis ça, mais on te trouve extraordinaire. Tu es un déstructureur d'intemporalité. Je n'ai pas bien compris, mais tu vois, c'est... Donc, je pense malheureusement... C'est de la poudre aux yeux, bien sûr. C'est de la poudre aux yeux, mais parce que tu t'imagines assumer qu'on a joué. On a juste joué. Et on s'est rencontrés dans cette candeur-là. Évidemment, le mental ne peut pas supporter ça, parce qu'encore une fois, tout ce qui échappe à sa quantification, pour lui, n'existe pas. Mais bien sûr que le marché de l'art est très attentif. Tu as remarqué, quantité d'artistes sont pris au piège d'un champ lexical qui vocifère toujours le même bégaiement, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent. Ils interrogent. Tous les artistes interrogent. Mais t'es-tu posé la question? Dans l'usage courant, qui interroge? Le professeur ou le policier? Donc soit tu infantilises, soit tu condamnes. Est-ce la place de la poésie? C'est faux tout ça. On n'a pas interrogé. Enfin, je veux dire, est-ce que Lautréamont, il a interrogé son stylo? Enfin, tu te dis, il fait ce qu'il a à faire, tu vois. Il fait juste ce qu'il a à faire. Mais, tu sais, quantité des personnes qui sont... Vouloir être à l'endroit du pouvoir est la meilleure preuve de la sécheresse du cœur. C'est l'incursion, en fait, du langage universitaire et académique totalement d'accord. Dans le milieu de l'art, et je trouve ça tragique. Mais le fait que ça soit aussi répandu. Totalement d'accord. Mais tu sais, ça va pas te faire des amis, hein, parce que contester l'université aujourd'hui, alors ça fait un moment que j'en parle. Donc, mes faux amis sont partis depuis longtemps. Hein, y a pas de parce que tu sais, effectivement, cette place universitaire dans l'art qui prétend tout déterminer, finalement, impose des règles à ce que devrait être l'art, et on apprend aux gens à s'insérer dans l'art, ce qui est l'inverse même de la création artistique. As-tu remarqué combien nous sommes passés, comme on a quelques années au compteur, nous on a vraiment connu la fin de cela, mais on est passé de la salutaire subversion à la stérile provocation. Et donc forcément, la provocation peut être régie par des codifications très déterministes qui permettent d'être déclinées et de se faire passer pour intelligentes. Et en outre, tu vois, dans cette confusion des genres, je me souviens, ma première galeriste, qui est une femme infiniment chère à mon cœur, qui s'appelle Agathe Gaillard, était-ce en 2007, je ne sais plus, quand j'exposais, il y avait un monsieur qui vraisemblablement n'était pas très enthousiaste de ce que je faisais, va voir Agathe avec un ton de défiance et lui a dit « Franchement, c'est très classique. » Et Agathe lui a répondu au tac au tac « Vous savez, monsieur, dans la vie, on n'a pas le choix. Ou on est classique, ou on est démodé. »
C'est délicieux, non? Et tu vois la différence vertigineuse, et je te remercie tellement de cet échange. C'est pour ça, personne ne peut s'en rendre compte, mais 10 années nous séparent, mais vois combien nous vibrons d'un même diapason. Il y a une différence vertigineuse entre ce qui est classique et ce qui est académique. Le classicisme est peut-être une épure, tu vois, de quelque chose qui n'appartient pas à un temps passé, qui appartient, à un temps immémorial, là aussi. On se préoccupe peu de savoir, la 5e de Beethoven dont tu parlais n'a pas vocation à être à la mode ou pas à la mode, parce qu'elle est reliée à quelque chose qui excède toute doxa. Et je pense vraiment qu'il y a ce danger de cet esprit universitaire. Moi, j'ai eu quantité de vindictes suite à ces propos-là que j'ai eus. Parce que, il faut reconnaître, ils ont pris... c'est eux qui ont le pouvoir aujourd'hui, que ça plaise ou non. Bien sûr, bien sûr. Et malheureusement, as-tu remarqué, l'atavisme de quiconque a le pouvoir, c'est de le garder, hein, et de tout faire pour. Non, c'est sûr, mais tu sais, c'est marrant parce que c'est aussi en large partie pour ça que je suis parti en France, parce que si je serais resté au Canada, j'aurais été obligé de passer par l'université à un moment donné, si je voulais poursuivre ma formation de compositeur. Ça se fait dans les universités là-bas. Voilà, c'est comme ça. Tandis qu'en France, il y avait un double système d'université, certes, mais aussi de conservatoires. Et les conservatoires étaient beaucoup plus dans la pratique, dans le savoir-faire, dans la matière et dans la... Enfin, il n'y avait pas cette dimension abstraite et cette dimension faussement intellectuelle qui très souvent qui est très souvent très pesant et très comment dire, tout à fait inéchappable à l'université. Encore une fois, c'est infantile, quoi. C'est miroir, mon beau miroir, suis-je la plus belle, tu vois? Et pour ça, il me faut un dispositif de quantification qui me permette de me situer au-dessus de toi, parce que j'ai une meilleure note, parce que je connais telle personne, parce que si, parce que là. C'est étonnant, parce que quantité, en tout cas d'auteurs qui me touchent, n'ont eu fait que de dire rien n'est une parole accomplie, messianique ou biblique. La chose importante, c'est comment vous vivez le fait, comment organiquement vous vivez le fait, expérientiellement. Et faire une vérité absolue, un dogme ou quoi que ce soit, c'est souvent sinistre, tu vois. Et oui, après, si tu veux, ça a sa place, je pense, mais je reste convaincu que quelqu'un de condition plus modeste, qui correspond clairement à là d'où je viens, n'est pas plus handicapé pour appréhender une œuvre que quelqu'un qui en aurait toutes les références. Parce que finalement, l'essentiel de l'œuvre, on en parlait tout à l'heure, elle n'est pas l'endroit de l'intellectualisation que tu peux en faire. Ça a son usage et son intérêt biographique, si je puis dire. Mais quand même, ce qui importe, c'est l'émotion, bon sang. Bien sûr. Et cette émotion n'appartient pas ni à un rang social, ni à une érudition supposée. Elle appartient, je crois, là aussi, à quiconque, précisément, ne prétend rien posséder. Quiconque est disposé à l'abandon. Je suis allé à Londres il y a quelques mois pour prononcer un discours dans une conférence, et j'ai pu faire la connaissance de nombre d'intellectuels et de figures majeures de notre époque. Et j'étais là un peu en tant qu'ambassadeur des arts. C'était assez étrange comme expérience, je t'avoue très sincèrement. Mais c'était aussi l'occasion de voir de quelle manière nous, les artistes, on est perçus de l'extérieur. Et c'était un peu la douche froide, je dois avouer, parce que je me suis rendu compte, et c'est peut-être la preuve aussi que je suis resté peut-être trop longtemps dans une bulle de musiciens, de compositeurs, de gens qui s'apprécient, qui partagent grosso modo les mêmes valeurs. Enfin, c'est souvent le cas en tout cas. Et là, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'il y a une perception chez beaucoup de personnes que les artistes ont simplement foutu les camps, qu'on n'est plus présent, on n'est plus dans les médias, ils ne savent pas ce qu'on fait. Tandis qu'il y a 50, 60, 70 ans, il y avait des artistes qui
qui avait un énorme renommée, qui était connu de tout le monde, des artistes comme Elliott ou Pound ou Kandinsky ou je sais pas Stravinsky ou etc. etc. Et ils avaient un peu l'impression que vous êtes où? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? On ne connaît pas vos œuvres, vous êtes inconnu de tout le monde, vous êtes absent. Je me suis beaucoup interrogé sur ça parce que ce serait facile de dire mais c'est vous qui ne lisez pas suffisamment, qui n'est pas au courant de ce qu'on est en train de faire. Mais ce serait déjà complètement égoïste et puis ce serait faux de toute façon. Je trouve qu'on est dans une époque étrange dans ce sens-là parce que il y a des gens créatifs partout, il y a des moyens d'expression, des moyens de diffusion aussi qui sont d'une puissance totalement qui aurait été absolument impensable, ne serait-ce qu'il y a 2 ans. Et pourtant, la place des artistes dans la société actuelle, elle est où? Parce que j'ai l'impression qu'on est absent. Moi, mon sentiment, c'est que tout est réifié aujourd'hui. La vie elle-même, on voit bien que tout à chacun veut que son désir soit immédiat. Tu vois, la technologie a compacté le rapport à la temporalité. Et dans cette réification qui n'a de sens que pour mettre tout le monde à l'endroit du marché, le marché nous a fait croire que l'horizontalisation qu'offraient les moyens de diffusion allait permettre à chacun d'exprimer sa singularité. Mais en fait, étrangement, il y a une linéarisation de tout. Globalement, les propos sont à peu près les mêmes. Tu vois, et ce faisant, en perdant la possibilité de cette singularité, chacun est dans l'autoritarisme de vouloir être unique. Et ce faisant, ils répètent tous la même chose, parce que pour pouvoir rentrer dans le persona, on suppose qu'est-ce que les gens attendent, et donc on rentre dans des critères. Et moi, j'ai le sentiment que ce qui importe, c'est pas d'être unique. Être unique, c'est vivre dissocié. C'est l'unicité qui importe, parce que l'unicité n'évacue pas la singularité. Tu vois, un corps est singulier, et pourtant nous avons tous relativement le même nombre d'organes, de choses. Cette unicité qui est la marque même du vivant, rien n'est séparé. Et la place des artistes, dans cette horizontalisation, l'arnaque qui a été faite de faire croire que ça allait donner la parole à tous, je crois que le marché a très vite compris qu'il fallait donner la parole à tous, mais certainement pas aux voix dissidentes, aux voix subversives. Que la provocation, finalement, s'assure davantage un bénéfice que la subversion, qui ramène à quoi? C'est quoi la subversion? C'est de se rendre compte que ce qui est là est ce qui est nécessaire, qu'il n'y a rien à ajouter. Et le marché dit non. Moi, je fais mon beurre en ajoutant. Donc, il faut en permanence donner à croire qu'il manque quelque chose. Il faut plus de cheveux, moins de cheveux, plus de fesses, moins de fesses, tout le bazar. Et donc, le marché, avec cette horizontalisation, a la main sur le seul critère qui soit pour eux, c'est le flux. Ce qui compte, c'est le flux. Et partant de là, peu importe ce que tu mets à l'intérieur des tuyaux, un jour, je m'étais dit, les réseaux sociaux, c'est comme, tu sais, tu as dû faire ça enfant, dans les grands tuyaux de chantier, quand on parlait pour faire des voix bizarres, tu as remarqué à l'autre bout du tuyau, on a tous la même voix. Et c'est ça, aujourd'hui. Ce grand tuyau horizontal, il stérilise tout. Il donne à tout la même direction qui est celle du marché. Mais c'est absolument ça. Il y a ce mot absolument immonde, content creator, créateur de contenu. Tu vois, qu'on a collé aux artistes, c'est horrible. Mais est-ce que tu arrives à inventer... au kilo? Ah bah oui, c'est ça. Peu importe que ça soit de l'or ou de la merde. Tu vends au kilo? Ouais, c'est ça. Ce qui compte, c'est d'occuper l'espace. Tu sais bien cette fameuse phrase des publicitaires. Ce qui importe, c'est qu'on en parle. Quel que soit ce qu'on en dit, ce qui compte. Mais c'est terrifiant. Parce que c'est perdre une forme d'élégance que je pense devrait s'octroyer l'intelligence, qui consisterait à mettre en évidence les plus démunis, à mettre en évidence ceux qui nécessitent... Moi, tu vois, la création, il y a un mot qui est extraordinairement joli, le mot populaire. C'est beau, populaire.
bonne part de la musique classique était populaire à l'époque, elle n'était pas élitiste. Bien sûr. Et regarde, aujourd'hui, on en a fait un fait élitiste, de par le seul principe, le prix des places pour aller à des concerts classiques, Samuel, c'est d'une indécence totale. Je veux dire, évidemment, ça trie des conditions sociales qui peuvent se retrouver là. Et le marché nous a fait croire qu'il compensait par cette horizontalisation. Mais voit dans le tuyau, tous braillent relativement les mêmes revendications, qui sont toujours pour une forme d'égoïsme, qui ne dit pas son nom, évidemment, c'est toujours au nom de la liberté, de la sécurité. Tu sais, j'adore ce mot de Benjamin Franklin. Si vous êtes prêt à perdre un peu de liberté pour un peu de sécurité, vous ne méritez ni l'une ni l'autre et vous finissez toujours par perdre les deux. Et tu vois, on est souvent là-dedans, les personnes qui s'expriment au nom de tous, qui se sentent, tu vois, représentants, c'est toujours faux. Parle depuis ton cœur, bon sang. Ne prétends pas régir les émotions d'autrui. Qui sommes-nous pour prétendre ça? Et il est un mot qui a disparu, c'est le mot radical. Parce qu'aujourd'hui, le radical, on pense que c'est extrémiste. Alors qu'encore une fois, il suffit de se référer à l'étymologie, radical qui va à la racine. C'est joli. Donc soyons radicaux. Et ayons cette audace-là, ce panache-là. Et que l'échec soit virevoltant. Que l'élan soit pour la joie. Tu vois, pas pour la joie, par la joie. Parce que tu vois, tant qu'on fait les choses pour ou pour ne pas, on les fait toujours dans le déterminisme de s'approprier un supposé résultat. Quand on fait les choses par, c'est l'irrésistible en nous. Tu vois, c'est cet élan, par la joie. Quand les choses se font par la joie, soudain tu es au-delà de tout numéraire et ainsi rejoins-tu l'intensité avec la candeur qu'elle invoque, en fait. C'est une belle façon de conclure cette discussion. Merci. Merci Jean-François. Merci beaucoup.